concrètement. Il est arrêté en 1989, il va passer de longues années en prison, et il y a deux choses à retenir, Julien. Il va apprendre l'hébreu, donc il connaît très bien la société et la mentalité israélienne. Et deuxième chose, il va être très malade et il va être sauvé, en fait, par des médecins israéliens qui vont l'opérer d'une tumeur au cerveau et lui éviter ainsi un AVC. Et enfin, en 2011... Et je crois que ça fait très polémique en Israël à l'époque. Oui, ça avait fait polémique, et puis alors surtout quand on connaît la suite. Et ce qui fait polémique également, c'est en 2011, sa libération dans le cadre de l'échange entre le caporal franco-israélien Gilad Shalit et 1027 détenus palestiniens, je crois, ou 1026, dont Yahya il figurait Sinwar, sur la liste des prisonniers. voilà, ouais. et certains au sein du cabinet israélien avaient dit il est très dangereux, il ne faut pas le libérer, et d'autres avaient dit oui, mais il a moins de sang que de sang israélien que d'autres responsables que nous allons aussi libérer. Donc finalement en 2011, il est relâché, il rejoint très vite le Hamas, et il en prend la tête pour la bande de Gaza en 2017. Avant donc d'organiser, notamment, on l'a dit, ça a été un des cerveaux de l'attaque du 7 octobre. Et puis après la mort de Ismaël Haniyeh, il était donc devenu, depuis le 6 août, le chef politique et militaire du Hamas. Dit, c'est Jabalia plus au nord qui a été frappé par un bombardement. L'armée israélienne affirme avoir visé le Hamas, qui reconstituerait ses troupes dans cette zone en se mêlant à la population civile. Au centre de la bande de Gaza, le camp de réfugiés d'Al-Maghazi a été frappé. L'hôpital voisin de Deir el-Bala n'en finit plus de recueillir les victimes. Les corps s'entassent sous les linceuls et les habitants semblent désemparés. Ce qui nous arrive n'est pas anodin. Une famille entière a été tuée ici. Pourquoi cela nous arrive-t-il? Où sont les droits de l'homme? Où sont les Nations Unies? Depuis notre naissance, nous apprenons les droits de l'homme dans les écoles de l'UNRWA. Où sont passés les droits de l'homme? Pour l'instant, la mort de Yahya Sinwar, le chef du Hamas à Gaza, ne semble pas avoir changé la donne sur la guerre dans l'enclave palestinienne. L'UNICEF affirme que la bande de Gaza est aujourd'hui un enfer sur terre pour le million d'enfants qui y vit. Des traces de sang sont encore visibles au sol. Le résultat d'une frappe israélienne sur une école transformée en abri dans le camp de réfugiés d'Al-Shati à l'ouest de la ville de Gaza. Au moins 7 personnes sont mortes selon la défense civile. J'étais assise avec une amie et ses enfants, mon fils, une autre femme qui avait aussi des enfants et une femme âgée quand soudain une frappe est survenue au-dessus de nos têtes. Dieu merci, tous les enfants ont survécu. Mais il y avait une femme ici, je ne sais pas s'il a été tué ou simplement blessé. Quelle est la raison de l'explosion? Nous sommes des civils, des pacifistes, nous avons des enfants en bas âge. Nous étions 12 personnes dans la pièce. Combien de temps ils sont restés ici, mais force est de constater que les terroristes voulaient non seulement y rester et garder également les otages. On est en dessous, le cœur de Khan Younes. On voit la manière dont le Hamas utilise toutes les installations, y compris celle-ci, le tunnel, non seulement pour se protéger, mais également pour garder captifs les otages. Have a small request, and that is switch off all your lights. Et puis, sans doute, l'un des moments les plus forts de notre présence dans ce tunnel. Le général Goldfuss nous demande d'éteindre nos lampes. Le Hamas a kidnappé les nôtres. Ils les ont emmenés ici. Je vous demande de vous mettre à la place d'un bébé, dans ce tunnel. Pas d'appareil électronique, aucune relation avec le monde extérieur. Obscurité, 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 de tous les points de vue. Ressentez l'humidité, la chaleur et la solitude des otages. Voilà comment sont retenus captifs nos otages. Ici, des douches et des toilettes. Un shampoing est resté intact, posé sur le lavabo. Le sol est jonché de boîtes de conserve, de couvertures, de matelas, au fur et à mesure que l'on avance. Sur des dizaines, des centaines de mètres. Il est d'autant plus difficile de respirer. Ici, une barrière pour passer d'une galerie à une autre.
Nous marchons déjà depuis plusieurs minutes à l'intérieur de ce tunnel, considéré comme un tunnel terroriste tactique, parlant des généraux dans la région. Vous voyez toute l'électricité, les fils d'électricité. Il fait très humide, c'est très sombre. Bien évidemment, nous avons mis des lumières pour essayer que l'on voit exactement à quel endroit nous sommes. Ce qui est assez impressionnant, c'est que selon l'un des officiers, il y a eu des combats ici, justement menés par les soldats d'élite de l'armée israélienne pour prendre le contrôle de ce tunnel. Beaucoup d'armes à feu, beaucoup de munitions également trouvées. Ici, sur ces clichés, dans un tunnel à Tel al-Sultan dans la région de Rafah, ces dernières semaines, toujours bien équipé de toutes les commodités, y compris de son écran de télévision et de ses appareils de communication, pendant que le Hamas tire depuis des zones humanitaires et force les civils à évacuer la zone. Sur cette photo, des mouchoirs dans une portion de tunnel dans la zone de Rafah, qui a permis à Tsahal de confirmer sa présence ADN début septembre, à quelques centaines de mètres de la galerie où ont été assassinés les 6 otages, Carmel, Eden, Hersh, Alexander, Almog et Ori. Après l'assassinat des otages, Sinwar aurait donc perdu son assurance vie de ne pas être pris pour cible par les airs. Pressé de se déplacer d'un tunnel à l'autre, il essaye de se rendre en surface, dans le centre de Rafah. C'est à Tel Sultan qu'il va pour la première fois rencontrer les soldats de Tsahal, mercredi. إسرائيلية يبدو الشارع فارغا ليست كذلك تعيش هنا مجموعة في عالمنا اليوم حيث يزداد التفاوت الاجتماعي والاقتصادي C'est un des pays les plus petits du monde arabe. Démographiquement, c'est un pays très intéressant. Aujourd'hui, les musulmans représentent une faible majorité de la population. Les chrétiens forment 40% de la population. Le reste étant surtout des druzes. Il n'y a pas de statistiques officielles, ce sont des estimations. Au sein des musulmans et des chrétiens, on trouve plusieurs sous-groupes. Par exemple, on compte une même proportion de musulmans sunnites et de musulmans chiites, soit environ 27% chacun à l'échelle nationale. Chez les chrétiens, la moitié sont des maronites, mais on trouve une grande proportion de grecs orthodoxes ou grecs catholiques. Les religions sont réparties par région, mais parfois elles se mélangent dans certaines zones, ce qui rend tout très compliqué. En ce qui concerne la diaspora libanaise dans le monde, ce sont surtout des chrétiens. En 1932, lors du dernier recensement officiel des religions, les chrétiens représentaient 50% de la population. Israël-Liban fait partie d'un conflit difficile à combattre. Le Hamas est une idéologie, pas seulement une structure militaire ou une organisation à Gaza. Décrire cette organisation est complexe. Elle a plusieurs formes, a beaucoup évolué et a mis en avant des discours parfois très contradictoires. Nous savons que nous ne voulons pas de guerre ou de conflit. Alors, qu'est-ce que le Hamas? Et que veut-il vraiment? Hamas, c'est l'abréviation de Mouvement de résistance islamique. Et il se trouve que ça signifie aussi ferveur en arabe courant. C'est un groupe religieux nationaliste palestinien fondé en 1987, ici, dans la bande de Gaza, par 7 hommes. Au départ, c'est une confrérie qui mène des actions caritatives et gère des mosquées, mais avec un discours très radical. C'est ce qu'on peut voir dans sa toute première charte. Dans cette charte, le Hamas se définit comme l'une des ailes des frères musulmans, une organisation islamiste conservatrice présente dans plusieurs pays arabes. Plus loin, le Hamas affirme que la Palestine est une terre islamique. Et surtout, il s'en prend longuement aux Juifs. Il en dresse un portrait antisémite et complotiste, et les accuse d'avoir usurpé et envahi la Palestine. Face à quoi, le Hamas déclare que le combat devient une obligation. Les solutions diplomatiques ne seraient que perte de temps et activité futile. Bref, à ce moment-là, le Hamas se définit donc comme un groupe islamiste violent. Mais il n'est qu'un groupe militant parmi d'autres. Mais au début des années 90, un événement vient modifier le cours de l'histoire. Cet homme, c'est Yasser Arafat, leader palestinien dont le parti est le Fatah,
Il engage un processus de paix avec Israël et en 1993, il signe les accords d'Oslo. Avec ces accords, le Fatah dépose les armes. Et ça ne plaît pas au Hamas, qui décide, lui, de passer au niveau supérieur dans la lutte armée. Le mouvement se dote d'une branche militaire, les brigades Izz al-Din al-Qassam. Cette branche armée est responsable de nombreux attentats suicides contre les Israéliens. À la fin des années 90, le processus de paix n'a toujours pas abouti. Le Hamas, qui s'est toujours opposé aux accords d'Oslo, gagne en popularité. Les leaders du mouvement profitent de cette popularité pour créer un parti politique opposé au Fatah. Conflit plus large qu'est le conflit israélo-arabe, lui-même étant la continuité du conflit arabo-sioniste. Dans cette vidéo, je vais surtout me concentrer sur le Liban parmi les pays arabes. Chapitre 1, guerre de 1948. La guerre de 48 est la première guerre entre Israël et les pays arabes, dont le Liban. Plusieurs pays arabes envahissent Israël pour protester contre la répartition des territoires arabes et juifs en Palestine. Des soldats libanais participent à une petite exploration le 15 mai 48, soit le premier jour de la 16 octobre. Une première et dernière rencontre. Repéré, il tente de prendre la fuite avant d'être découvert par un drone. Atteint par des tirs de missiles de blindés et des tirs de soldats d'infanterie, son identité sera confirmée 24 heures plus tard. Leur objectif ? Devenir les représentants légitimes de l'ensemble des Palestiniens. L'entrée du Hamas dans le jeu politique, c'est une évolution progressive de son idéologie. We are talking about coming back to the frontiers of 1967. And this would bring peace. Maybe. Les frontières de 1967, dont parle le porte-parole du Hamas, sont les lignes d'armistice signées en 1949 par Israël et les pays arabes voisins après plusieurs mois de guerre. Elles délimitent un État palestinien et un État israélien. Bref, contrairement à ce que défendait sa première charte, la branche politique du Hamas, qui souhaite devenir plus respectable, envisage désormais la possibilité de cohabiter à côté d'un État israélien. Les résultats officiels confirment la victoire. Le Hamas est un mouvement terroriste. Les massacres qu'il a perpétrés ce jour-là sont des actes terroristes. Mais le Hamas n'est pas seulement un groupe terroriste. Et c'est ce qui le rend si difficile à combattre. Le Hamas est une idéologie. Et Yassin finalement, James André, qui a été libéré en 2011 par les Israéliens, qui ont libéré donc l'ennemi numéro 1. Finalement, oui, mais à l'époque, effectivement, il sortait de 20 ans de prison. Alors, c'est vrai, on le sait, vous l'avez tout à fait dit, il avait beaucoup étudié. D'ailleurs, on a trouvé des centaines de pages manuscrites en arabe dans sa cellule au fil des différentes fouilles dans lesquelles il traduisait ce qu'il arrivait à lire en hébreu des méthodes de l'antiterrorisme israélien. Mais oui, donc effectivement, qui a été libéré, qui est devenu en 2017 le leader de facto, en fait, de la bande de Gaza, puisqu'il était le responsable de la branche militaire du Hamas dans l'enclave à partir de cette époque. Donc oui, c'est une personnalité qui était importante et surtout c'est lui qui est en fait la figure de proue du Hamas depuis le 7 octobre à l'intérieur de la bande de Gaza et donc fatalement pour les Israéliens c'est un objectif ultra prioritaire. Alors il faut